par une nuit d'été orageuse, alors que j'étais entre la vie et la mort en plein travail, mon mari, l'homme qui partageait mon lit, a éteint son téléphone et est parti dans une station balnéaire de luxe pour célébrer son premier mois d'anniversaire avec sa maîtresse. 3 jours plus tard, cet homme sans vergogne a ramené sa valise à la maison, prêt à jouer une performance larmoyante. Mais il s'est figé à la porte d'entrée en voyant un homme étranger tenir tendrement son nouveau-né. Même ses propres parents l'ont impitoyablement chassé de la maison. Ce n'était pas tout. Cet être malfaisant avait concocté un complot horrible pour créer une société écran, m'envoyer en prison fédérale, et vivre une vie de luxe avec sa maîtresse en utilisant cet argent volé. Mais cet hypocrite n'aurait jamais pu imaginer que sa femme, qu'il ignorait et dont il se moquait pour avoir perdu sa silhouette après l'accouchement, avait préparé une main vengeresse dévastatrice en plein milieu d'un gala VIP de bienvenue au bébé 1 mois plus tard. C'était un scandale de divorce qui allait bouleverser Seattle. C'était une dose de karma ferme, impitoyable et immédiate. Pourtant, c'est aussi mon histoire, remplie de la résilience et de la sagesse pratique caractéristique d'une femme forte. Si vous étiez un jour confronté à une trahison aussi amère, seriez-vous capable de rester aussi calme et d'utiliser la situation à votre avantage comme je l'ai fait? Veuillez laisser vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce que j'ai vécu. Tenant mon ventre lourd de 39 semaines de grossesse, j'ai regardé mon mari, Julien, fredonner un air tout en fermant sa valise brillante. Un collier en argent qu'il avait acheté pour sa maîtresse est tombé par terre. Même alors, il a inventé sans honte une excuse, prétendant que c'était un cadeau pour un partenaire immobilier commercial qu'il rencontrait à Miami. L'odeur de parfum qui émanait de la chemise de Julien était exactement le même parfum inconnu que j'avais accidentellement remarqué sur le bord d'un reçu sur son siège passager 2 semaines auparavant. Mon cœur s'est serré et un sentiment de mauvais augure m'a transpercé la poitrine. Mais en regardant les boîtes de tissus éparpillées au milieu de notre entrepôt de fabrication textile, je me suis levé, endurant la douleur lancinante dans le bas de mon dos. Je me suis appuyé sur un fauteuil en rotin et j'ai lutté pour me rendre à la table de découpe afin de feuilleter le grand livre. Julien n'arrêtait pas de se plaindre tout en appliquant du gel coiffant devant un grand miroir dans le coin de l'entrepôt. Il m'a dit de déplacer ses boîtes en carton dans le coin, se plaignant que si elles étaient mouillées par la tempête, toute l'expédition pour leurs clients serait ruinée. J'ai répondu d'une voix épuisée sans lever les yeux, lui disant que les employés avaient déjà tout mis dans la réserve et enveloppé solidement les boîtes d'échantillons dans du plastique. Je lui ai demandé si ce voyage d'affaires allait vraiment durer 3 jours entiers. Julien s'est retourné avec une expression radieuse, s'est approché et a pris mes 2 mains tremblantes. Il a parlé d'une voix douce. C'était le murmure d'un diable que j'avais cru à tort être sincère au cours des dernières années. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas manquer ce voyage à Miami. Il a prétendu qu'il rencontrait un acteur majeur du développement immobilier qui n'avait exactement que 3 jours de disponible ce week-end. Il a appelé cela une opportunité unique, insistant sur le fait que s'il n'y allait pas, d'autres gars lui raviraient l'affaire. Je lui ai rappelé que le médecin avait dit que le travail pouvait commencer n'importe quel jour cette semaine. Mon ventre était déjà descendu il y a quelques jours. Je lui ai demandé ce que j'étais censé faire s'il partait maintenant, me demandant sur qui je pourrais compter si les contractions commençaient au milieu de la nuit. Il a agité la main et a ri d'un rire creux. Il m'a traité de grande inquiète, disant que notre fils à naître aimait tellement son père qu'il attendrait sagement jusqu'à ce que son père revienne avec des millions de dollars. Il m'a dit de me détendre à la maison, me rappelant que ses parents, qui tenaient une pépinière à Snohomish, passeraient constamment me voir. Il a dit qu'il avait tout planifié. Il s'est vanté de l'énorme commission qu'il obtiendrait si cette transaction immobilière se concrétisait, promettant de m'acheter un SUV tout neuf pour faire les courses afin que je puisse arrêter de conduire ma vieille berline rouillée et cliquetante. J'ai laissé échapper un léger soupir et me suis penché pour enlever les fils lâches de la table de découpe, pour sentir un petit objet cliquetant heurter le bout de mon orteil. Je me suis penché pour le ramasser et j'ai vu que c'était un mince collier en argent. Sous les néons, le pendentif scintillait, révélant la lettre S. Mon nom commence par un C. Et comme je suis allergique aux métaux bon marché et que je n'en porte jamais, ce n'était certainement pas le mien. J'ai tenu le collier devant son visage et j'ai parlé d'une voix d'un calme glacial. Je lui ai demandé ce qui était tombé de sa valise, notant que l'initiale S était très jolie. Julien m'a arraché le collier de la main comme s'il me volait. Son visage a perdu sa couleur instantanément, ses yeux balayant anxieusement les alentours avant de le fourrer à la hâte dans la poche de son pantalon de costume. Essayant de cacher sa panique, il a forcé un rire et a élevé la voix.
Il a bégayé que cela appartenait à un ami de son groupe de réseautage immobilier qui lui avait demandé de le garder pour le donner à une nouvelle petite amie à Miami. Il a prétendu que le nom de la femme était Sienna ou quelque chose de similaire. Il m'a rappelé à quel point il était toujours trop généreux pour aider les autres, se plaignant qu'il était déjà incroyablement occupé mais qu'il faisait encore des courses pour d'autres personnes. En le regardant profondément dans les yeux, j'ai surpris l'anxiété extrême cachée derrière son faux sourire. Le pendentif S, l'odeur du parfum Tuberose sur sa chemise. Chaque pièce du puzzle s'est assemblée vivement sous mes yeux, complétant une image crue de trahison. Sienna était l'employée subalterne travaillant dans son agence immobilière. C'était la femme qui portait toujours des robes moulantes et se noyait dans ce parfum dégoûtant. C'était la femme qui jetait toujours des regards de côté à mon mari chaque fois que j'apportais le déjeuner à son bureau. Réprimant les émotions qui s'estompaient froidement en moi, j'ai offert un faible sourire. Je lui ai dit que son ami était très romantique. Je lui ai conseillé de garder son téléphone près de lui lors de la signature des contrats fonciers à Miami, au cas où sa mère ou moi aurions une urgence et aurions besoin de le joindre immédiatement. Terrifié à l'idée de faire face à d'autres questions, Julien a attrapé sa valise et s'est précipité vers la porte d'acier. Il a regardé en arrière et a lancé une dernière remarque nonchalante. Il a mentionné qu'il avait oublié de me dire que la station balnéaire était juste sur la plage et avait une réception cellulaire exécrable. De plus, il a prétendu que les organisateurs avaient une politique stricte exigeant que tout le monde éteigne son téléphone pour se concentrer sur les séminaires. Il m'a dit de ne pas l'appeler et a promis de m'appeler lui-même si quelque chose d'urgent survenait. Il a dit que son chauffeur l'attendait dehors et est parti brusquement. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, la porte d'acier a claqué, résonnant d'un son sec et creux dans tout le grand entrepôt. C'était un son terriblement solitaire. Je suis resté cloué au sol au milieu de l'immense espace vide. Les seuls bruits étaient les lourdes gouttes de pluie qui frappaient agressivement le toit en tôle et le vent hurlant qui s'infiltrait par les fissures. Soudain, les néons au plafond ont vacillé et se sont éteints complètement avec un grand pop. L'entrepôt a été instantanément plongé dans une obscurité épaisse, illuminée uniquement par les éclairs qui s'infiltraient par les fenêtres. Alors que je cherchais à tâtons la lanterne rechargeable sur le coin de la table de découpe, une douleur aiguë partant du bas de mon dos a violemment poignardé mon bas-ventre. Mes jambes ont cédé sous l'agonie atroce qui me donnait l'impression que mes organes internes étaient en train d'être arrachés. J'ai entendu un pop étouffé de mon ventre et un liquide chaud et collant a coulé, trempant mes pieds et tachant le carrelage gris d'un rouge profond. J'avais perdu les os et je faisais une hémorragie. Une terreur extrême a englouti ma rationalité. J'ai rampé sur le sol froid, puisant jusqu'à la dernière once de mes forces pour attraper le téléphone portable sur la table de découpe. La lumière bleue de l'écran du téléphone illuminait mon visage pâle et trempé de sueur. J'ai composé le numéro familier de Julien une fois, 2 fois, 3 fois. À la 10e fois, la seule réponse que j'ai obtenue était la voix mécanique indiquant que l'appelant n'était pas disponible et me redirigeant vers la messagerie vocale. Au milieu du bruit de la pluie dehors, ma conscience s'est progressivement estompée, me mordant les lèvres si fort que je n'ai même pas réalisé qu'elle saignait. La mère abandonnée menait une bataille désespérée contre la faucheuse, se tenant juste au seuil de la salle d'accouchement. Je ne sais pas combien de temps je suis resté effondré sur ce sol glacial de l'entrepôt. À travers un brouillard épais, un grand coup sur la porte d'entrée et les cris frénétiques de ma belle-mère ont percé mes oreilles, entendant le bruit du verre brisé pendant la tempête, mes beaux-parents avaient traversé la pluie torrentielle, poussés par un terrible pressentiment. Lorsque la porte d'acier solidement verrouillée a été forcée, et que ma belle-mère a vu sa belle-fille gisant dans une mare de sang, elle s'est effondrée sur le sol, prenant ma tête dans ses bras et sanglotant de manière incontrôlable. Elle a crié mon nom, demandant où ce misérable fils à elle était passé et comment il pouvait me laisser dans cet état. Elle a crié à son mari d'appeler un taxi immédiatement. Mon beau-père a passé des appels frénétiques sous la pluie battante, mais avec les routes complètement inondées par la tempête, il n'y avait pas un seul taxi prêt à prendre une course à 7 heures de l'aube. Voyant mes vêtements de maternité virés au rouge profond, il a essuyé ses larmes, traîné son corps tremblant, et a couru sous la pluie. Il a frappé à la porte du centre de soins d'urgence local dirigé par le docteur Harrison à la lisière de la ville. Quelques minutes plus tard, le robuste SUV de la clinique a freiné brusquement devant la porte de l'entrepôt. Le docteur Harrison, un homme de carrure solide, a sauté du véhicule, m'a soulevé dans ses bras chauds et m'a allongé sur la banquette arrière. La voiture a traversé l'aube silencieuse, éclaboussant de l'eau partout, tandis que le rugissement du moteur se mêlait aux sanglots de mes beaux-parents à l'arrière. Dès que nous sommes arrivés dans le hall de l'hôpital général,
un brancard a été précipité dans le couloir sous les lumières fluorescentes blanches et vives. Le médecin de garde a rapidement vérifié mon état, s'est tourné vers mes beaux-parents avec une expression sombre et a parlé avec urgence. Il a dit que l'état de la mère était extrêmement critique. Le bébé était en position de siège, et le cordon ombilical était enroulé 2 fois autour du cou, provoquant une chute rapide du rythme cardiaque fœtal. En raison d'une hémorragie sévère due à un décollement placentaire, un accouchement naturel était totalement impossible et une césarienne d'urgence devait être pratiquée immédiatement. Il a exigé qu'un tuteur signe immédiatement le formulaire de consentement à la chirurgie. En entendant les mots chirurgie d'urgence et hémorragie, les jambes de ma belle-mère ont fléchi et son visage est devenu complètement blanc. Là maintenant le stylo que l'infirmière lui a tendu tremblait comme une feuille au vent et elle n'a fait que tracer un gribouillis méconnaissable sur la ligne de signature. Secouant la tête, ma belle-mère a gémi. Elle a dit au médecin qu'elle était trop terrifiée pour le faire. Avec une vie humaine en jeu et ce mari sans valeur introuvable, elle a pleuré qu'elle n'était que la belle-mère. Elle n'avait pas le droit de signer. Elle sanglotait, demandant comment elle pourrait jamais faire face à mes parents si quelque chose tournait mal. Le docteur Harrison, qui se tenait à proximité pour évaluer la situation volatile, s'est avancé. Il a posé une main sur l'épaule de ma belle-mère pour la calmer et a pris le formulaire de consentement de son autre main. Regardant directement le médecin, il a parlé avec un calme extrême et une autorité absolue. Il s'est présenté comme le docteur Harrison de la clinique locale, déclarant qu'il agirait comme garant médical et témoin pour cette chirurgie. Il a demandé à ma belle-mère de se calmer et a demandé au médecin de lui permettre de me parler. Le docteur Harrison s'est penché près de mon oreille. Il a serré ma main glacée fermement et a offert une voix profonde et chaude qui a ancré ma raison vacillante. Il a demandé si je pouvais l'entendre. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de temps à attendre pour mon mari. La vie de l'enfant dans mon ventre était une question de secondes. Il m'a dit que je devais être forte. Il m'a exhorté à prendre le stylo moi-même et à signer le papier pour que le médecin puisse entrer dans la salle d'opération. Il a demandé si je pouvais le faire. Les mots du docteur Harrison ont agi comme un puissant courant électrique réveillant l'instinct de survie dormant d'une mère. J'ai ouvert mes lèvres tremblantes, pris une profonde inspiration pour repousser la douleur suffocante, et j'ai chuchoté à travers des halètements. J'ai demandé le stylo, disant que je le ferais. J'ai juré que je sauverais mon propre enfant. L'infirmière a rapidement placé un presse-papier en dessous et a guidé mes doigts recroquevillés. Au moment où la pointe du stylo s'est enfoncée profondément dans le papier blanc, gravant les lettres de mon nom, Clara, j'ai réalisé que je n'avais plus le droit d'être faible. Les portes de la salle d'opération se sont ouvertes, et j'ai été poussé dans une pièce où d'énormes lumières chirurgicales tournaient vertigineusement au-dessus. Au milieu de la chirurgie, la voix tendue du médecin a de nouveau retenti. Il a annoncé qu'il manquait cruellement de leur réserve de sang au négatif et que le transfert de la banque de sang centrale était retardé par la tempête. Parce que j'avais perdu trop de sang à cause de l'hémorragie, il n'y avait pas le temps d'amener du sang d'un autre hôpital. Il a demandé si quelqu'un à l'extérieur avait le même groupe sanguin. À travers la fente légèrement ouverte des portes de la salle d'opération, la voix résolue du docteur Harrison pouvait être entendue faiblement, mais sans une once d'hésitation. Il a déclaré qu'il était médecin et qu'il en prendrait la responsabilité. Il a dit, « Je connais le chef de la médecine transfusionnelle à Arborview. Mettez-le au téléphone pour moi maintenant. J'autoriserai un transport par hélicoptère d'urgence s'il le faut. Vous ne perdrez pas cette patiente. » J'ai fermé les yeux. Alors que l'anesthésie s'infiltrait profondément dans mon système, 2 flots de larmes chaudes ont roulé sur mes tempes. Le cri clair et perçant d'un bébé a déchiré l'air suffocant de la pièce, ramenant ma conscience à la réalité. Le médecin s'est approché de moi en tenant une petite vie enveloppée dans une couverture blanche et a souri avec compassion. Il m'a félicité en disant que j'avais un fils en très bonne santé. La mère et le bébé étaient tous deux en sécurité. Il m'a félicité pour avoir si bien tenu le coup. J'ai regardé mon petit-fils, sa peau rouge, ses yeux bien fermés, agitant ses petites mains en l'air. Une émotion écrasante a rempli mon cœur. Pourtant, étrangement, aucune larme de chagrin ou de ressentiment n'est tombée. Il semblait que toutes mes larmes s'étaient déjà asséchées la nuit où j'ai signé mon propre formulaire de consentement à la chirurgie. Mes 7 jours à l'hôpital ont semblé durer 3 siècles. Mes beaux-parents étaient assis près du berceau avec des yeux cernés par le manque de sommeil, les larmes aux yeux en regardant leur petit-fils. Ma belle-mère a bordé la couverture de Léo et s'est lamentée. Elle a maudit son fils indigne, pleurant que sa femme avait franchi le seuil de la mort,
et pourtant il ne s'était pas montré une seule fois. Elle a juré qu'elle lui casserait les jambes dès son retour. À ce moment précis, la porte de la chambre d'hôpital a été ouverte violemment. Julien s'est précipité comme une tempête. Avec ses vêtements froissés et ses cheveux en désordre, il avait l'air absolument pathétique. Une apparence misérable qu'il avait délibérément arrangée pour faire croire qu'il avait immensément souffert au cours des derniers jours. Cependant, la scène dont il allait être témoin serait le premier coup fatal porté à sa trahison. Julien s'est figé au seuil de la chambre d'hôpital. Le bouquet coûteux de roses importées qu'il tenait est tombé par terre. Juste à côté du lit d'hôpital se trouvait le docteur Harrison, une présence fiable, tenant tendrement le nouveau-né, tandis que je fixais Julien avec des yeux aussi froids qu'une feuille de papier blanc. Julien avait l'air complètement fou en fixant intensément les mains fortes du docteur Harrison soutenant expertement le dos fragile du petit Léo. L'expression épuisée de Julien, initialement destinée à mendier la pitié, est instantanément devenue livide, et ses yeux se sont remplis d'une jalousie et d'une rage méprisable. Il a fait un pas en avant, a pointé son doigt droit sur le visage du docteur Harrison, et a haleté lourdement. Il a demandé qui était cet homme et pourquoi il était dans la chambre d'hôpital de sa femme à cette heure. Il a crié, demandant qui lui avait donné la permission de tenir son fils. Le docteur Harrison était complètement imperturbable, regardant Julien avec son regard poli mais inflexible caractéristique. Il a lentement déposé Léo dans le berceau, l'a doucement couvert d'une couverture, et ce n'est qu'alors qu'il s'est redressé pour faire face à Julien. Avant même que le docteur Harrison puisse parler, ma belle-mère, qui était assise dans le coin, a bondi. Son visage ridé, rouge de ressentiment, s'est précipité et a saisi le bras de Julien, sa voix tremblant de rage à tel point que les infirmières qui passaient dans le couloir ont tressailli. Un bruit de gifle sec et retentissant a résonné. Julien a tenu sa joue et a bégayé, demandant à sa mère pourquoi elle le frappait alors qu'il venait de faire un long trajet pour arriver là. Ma belle-mère a crié qu'elle le battait pour lui faire entendre raison, le traitant de pire qu'une bête. Elle a sangloté et a pointé le berceau. Elle a demandé comment il avait le culot de revenir dans cette chambre. Elle a demandé s'il savait même quel âge avait son enfant maintenant. Elle a hurlé que lorsque sa femme a perdu les os et que le sol de l'entrepôt s'est transformé en une mer de sang, son téléphone était éteint. Elle lui a dit que si le docteur Harrison n'avait pas conduit son SUV pour m'emmener aux urgences, et s'il n'avait pas personnellement donné son propre sang pendant l'opération, elle et son père seraient en train d'organiser des funérailles pour leur belle-fille et leur petit-fils. Elle a exigé de savoir ce qu'il fichait pendant que sa femme luttait aux portes de la mort. Face à la cascade de réprimandes de sa propre mère, Julien est resté sans voix. Il a jeté un regard anxieux sur le docteur Harrison, mais la force inébranlable qui émanait de l'homme étranger a brisé sa petite fierté en morceaux. Il a maîtrisé son expression, a ravalé son humiliation, et a trouvé une excuse d'une voix qui se réduisait. Il a bégayé, disant à sa mère qu'il ne voulait pas que cela se produise. Il a prétendu que la station balnéaire isolée sur l'île n'avait aucune réception cellulaire. Il a dit que les organisateurs avaient confisqué leur téléphone pendant 3 jours et les avaient forcés à assister à des réunions secrètes. Il a soutenu qu'il y était allé seulement pour gagner de l'argent pour nourrir sa famille. Il a insisté sur le fait qu'il avait pris un bateau et s'était précipité dès qu'il avait eu la nouvelle. Julien s'est forcé à incliner la tête devant le docteur Harrison pour avoir sauvé sa femme, bien que ses yeux soient encore pleins de lassitude et d'hostilité. Le docteur Harrison a fait un léger signe de tête et a répondu calmement. Il a dit que ce n'était rien. Notant que sauver des vies est le devoir d'un médecin. Il a ajouté que j'avais besoin d'un repos absolu et a conseillé à Julien de prendre particulièrement soin de moi. Après avoir parlé, le docteur Harrison s'est tourné vers moi, m'envoyant un regard chaleureux rempli de confiance. Il a dit au revoir aux aînés, m'a dit qu'il devait partir, et a mentionné qu'il devait voir quelques patients à sa clinique. Dès que le docteur Harrison a quitté la pièce, Julien a soufflé et a claqué la porte. Il s'est précipité vers le lit, forçant une expression affectueuse alors qu'il essayait de m'entourer les épaules de ses bras pour me réconforter. Mais au moment où son visage s'est approché, mes sens, très aiguisés juste après l'accouchement, ont instantanément capté une odeur inconnue. Ce n'était pas l'odeur aigre de la sueur d'un homme qui avait souffert pendant 3 jours et 3 nuits de réunions intensives. C'était l'odeur douce et écrasante du parfum Tubaroès. C'était le parfum signature de Sienna, cet employé bon marché de son bureau. Ce n'était pas tout. Le poignet de Julien portait une marque de bronzage nette et précise en forme de bracelet de montre. C'était la preuve flagrante qu'au lieu d'être enfermé dans une réunion secrète,
il avait bronzé sous le soleil de Floride pendant des jours. J'ai doucement incliné mon corps pour éviter son étreinte et j'ai affiché un sourire calme et sec sans une seule larme de ressentiment. Je lui ai dit qu'il avait dû souffrir en venant de si loin, notant à quel point son visage était émacié. Je lui ai dit de se dépêcher de manger la soupe de poulet chaude que sa mère avait apportée avant qu'elle ne refroidisse. Julien avait l'air déconcerté, comme s'il ne pouvait pas croire mes paroles. Il s'était probablement préparé à une femme qui crierait, lui en voudrait et l'interrogerait. Il se sentit secrètement soulagé par mon attitude bizarrement paisible et généreuse, pensant qu'il avait évité le pire. Pourtant, il semblait aussi ressentir une étrange peur devant mon regard profond et silencieux. Il a hoché la tête à plusieurs reprises, acceptant de manger. Il a exprimé son immense soulagement que je ne sois pas en colère, affirmant qu'il avait serré les dents et travaillé dur juste pour notre famille. Il s'est affalé sur le fauteuil en rotin et a rapidement mangé la soupe à la cuillère pour cacher sa culpabilité et son embarras grandissant. Julien a mangé la tête baissée pour éviter mes yeux. Mais il n'a pas réalisé quelque chose. Dans le pli de sa chemise blanche impeccablement repassée, à un endroit qui n'avait jamais touché ma peau olive, il y avait une tache claire de rouge à lèvres brun orangé à la mode qui se moquait de notre mariage. Et au moment où il s'est penché pour boire le bouillon, un morceau de reçu froissé est sorti de la poche de son pantalon de costume non lavé, mes yeux se sont fixés sur ce reçu. Quand Julien est allé à la salle de bain pour se laver le visage, je me suis rapidement déplacé vers son pantalon drapé sur la chaise et j'ai sorti le reçu. C'était un ticket de voiturier d'une luxueuse station balnéaire de Miami Beach. L'encre était légèrement tachée, mais l'heure d'enregistrement de l'après-midi précédent était clairement visible. C'était l'heure exacte où je me tordais de douleur de l'accouchement et que je faisais une hémorragie. L'encre noire imprimée sur ce reçu extravagant m'a semblé être une gifle à la confiance pure que j'avais bâtie au fil des ans. À ce moment, un souvenir récent m'est revenu en mémoire. Julien avait prétendu avoir échoué un investissement en crypto-monnaie et vidé l'intégralité des 500 000 $ d'économies que notre couple avait péniblement rassemblées pour agrandir l'usine. Et je me suis souvenu d'une photo que Sienna avait fièrement publiée sur ses réseaux sociaux récemment. Un Range Rover rouge vif flambant neuf. Ce n'était pas une simple aventure d'un soir. L'avidité et la cruauté de cet homme avaient déjà pris racine le jour où il avait remis l'argent gagné avec mon sang et ma sueur à une autre femme. Le dimanche matin, l'entrepôt était plongé dans le silence. Les machines à coudre industrielles couvertes de bâches grises étaient silencieuses, et l'espace où résonnaient habituellement les bruits de moteur n'était rempli que par le son du vent soufflant des parterres de fleurs à l'extérieur. Julien était rentré tard la nuit précédente, utilisant une sortie avec des clients comme excuse, puant l'alcool, et était étalé de sommeil. En regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser sans un souci au monde, j'ai senti le vomi me monter à la gorge. J'ai emmené la chemise blanche sale de Julien à l'évier dans la cour arrière. Sous le soleil du matin, la tache de rouge à lèvres brun orangé sur le col me piquait les yeux. J'ai rempli une bassine d'eau, j'ai versé une généreuse quantité de déterge et j'y ai trempé la chemise. De mes deux mains, calleuses et marquées par le tissu et les ciseaux, j'ai frotté le col comme une folle. J'ai frotté jusqu'à ce que mes paumes soient rouges et enflées et que je sente qu'elles allaient se déchirer. Je n'ai pas crié, ni ne l'ai interrogé au téléphone. J'ai avalé toute cette injustice, jurant de faire en sorte que ces deux ordures sacrifient leur réputation et leur liberté entière comme prix de mes larmes de sang. Quand je suis retourné dans la chambre en tenant Léo, Julien était réveillé. Il était appuyé contre la tête de lit, jouant nerveusement avec son téléphone. Dès qu'il m'a vu entrer, il a sursauté, a retourné le téléphone face contre le matelas, s'est raclé la gorge et a rapidement changé son code d'accès. C'était un geste désespéré pour protéger les secrets sordides cachés derrière son ancien code d'accès, qui était autrefois notre anniversaire de mariage. Il a affiché un faux sourire, est descendu à la cuisine, et a ramené un verre de lait chaud, parlant d'une voix très affectueuse. Il m'a dit de boire du lait, disant que je devais allaiter. Il a prétendu que mon visage était si pâle ces derniers temps que ça lui brisait le cœur. Quand j'ai pris le verre, la chaleur tiède s'est transférée à mes paumes, mais elle n'a pas pu faire fondre le bloc de glace solide gelé dans ma poitrine. Je l'ai regardé et lui ai demandé légèrement pourquoi il s'inquiétait autant pour moi et le bébé alors qu'il était toujours dehors et ne pouvait même pas manger correctement lui-même. Je lui ai demandé comment allaient les choses au bureau de l'immobilier commercial. Julien a laissé échapper un long soupir et s'est assis sur le bord du lit, affichant une expression déprimée comme s'il portait le poids du monde. Il s'est plaint que l'industrie immobilière offrait des commissions dérisoires et des revenus mensuels imprévisibles.
Il s'est plaint de devoir toujours suivre les ordres de ses supérieurs et de laisser sa femme et son enfant derrière lui pendant des jours pour des voyages d'affaires. Il a prétendu avoir ressenti une immense culpabilité la dernière fois. Il a ensuite dit que travailler pour quelqu'un d'autre pour le reste de sa vie n'était pas la solution. Avec Léo qui grandissait, il a soutenu qu'il y aurait des dépenses sans fin et qu'il ne pouvait pas supporter d'élever son fils à la traîne des autres. Prenant une gorgée de lait, je lui ai lentement demandé ce qu'il comptait faire. J'ai suggéré qu'il vienne simplement travailler à notre usine et aide à gérer les registres puisque nous avions un flux constant de commandes ces derniers temps. Affichant un regard d'avidité aveugle, il a agité la main avec dédain. Il s'est moqué, demandant à quoi bon manipuler des centimes dans une usine de couture poussiéreuse. Il a révélé qu'il voulait se mettre à son compte et créer une société immobilière d'entreprise exclusive appelée Apex Holdings. Il s'est vanté d'avoir déjà tous les contacts de partenaires dans d'autres États et que l'équipe de base travaillant sous ses ordres avait accepté de le suivre. Il a dit qu'il n'avait besoin que d'une chose, un nom d'entreprise pour signer les contrats fonciers. Il a promis que si cette affaire réussissait, nous pourrions déménager dans un appartement de luxe d'ici le nouvel an prochain. Il a dit que Léo pourrait aller dans une école maternelle privée d'élite et que je n'aurais plus jamais à mettre le pied sur une pédale de machine à coudre jour et nuit. Il m'a demandé ce que j'en pensais. En regardant mon mari divaguer, j'ai ricané intérieurement. J'ai baissé les yeux et j'ai joué le rôle de l'épouse naïve. Je lui ai dit que son plan semblait grandiose et que ça me plaisait. Mais j'ai souligné que la création d'une entreprise impliquait des formalités administratives compliquées et des problèmes d'argent. Je lui ai rappelé que je n'étais qu'une femme qui ne savait que coudre et que je ne connaissais rien aux affaires. En entendant mes mots, Julien s'est rapproché et a saisi mes mains fermement. C'était le moment où il a finalement montré son vrai visage. Il m'a dit que c'était exactement pour ça qu'il avait besoin de mon aide. Il a expliqué qu'en raison d'une clause de non-concurrence dans son contrat avec son ancienne entreprise, il ne pouvait pas enregistrer une nouvelle société sous son propre nom. Par conséquent, il m'a demandé de simplement mettre mon nom comme PDG d'Apex Holdings. Il a promis qu'il s'occuperait de toutes les opérations, de la diplomatie, des contrats et des questions financières en coulisses. Il m'a assuré que tout ce que j'avais à faire était de signer les papiers. Il m'a dit que lorsque les dividendes arriveraient à la fin de l'année, je pourrais utiliser cet argent pour élever notre enfant confortablement, me demandant de le considérer comme une réserve secrète juste pour moi et notre fils. Il m'a demandé si je comprenais Apex Holdings. Cela semblait certainement plausible. J'ai retiré mes mains des siennes et j'ai feint une expression paniquée. J'ai soutenu que je ne connaissais que la couture et que je ne comprenais rien au droit ou aux documents complexes. Je m'inquiétais que si j'étais répertorié comme PDG d'une si grande entreprise et que je gâchais ses affaires, ce serait un désastre. J'ai suggéré qu'il demande simplement à ses amis de l'immobilier de lui prêter leur nom. Il a froncé les sourcils, l'agacement brillant dans ses yeux, mais il l'a rapidement caché et a plaidé d'une voix sincère. Il a demandé comment il pourrait faire confiance à un étranger alors que des millions de dollars étaient en jeu, pas seulement quelques milliers. Il m'a rappelé que j'étais sa femme et m'a demandé si je pensais qu'il me mettrait un jour en danger. Il a appelé cela la dernière chance de notre famille de changer de vie. Il a demandé comment je pouvais lui refuser alors que je savais à quel point il travaillait dur dehors, se cassant le dos pour nous. J'ai ri intérieurement et j'ai laissé échapper un long soupir épuisé. Je lui ai dit que l'ampleur de tout cela était tout simplement trop grande. Je lui ai demandé de me donner quelques jours pour y réfléchir, citant que mon cerveau était encore embrumé après avoir eu un bébé récemment et que je pourrais oublier ce qu'il venait de dire. J'ai promis d'examiner attentivement les documents et de lui donner une réponse plus tard. Voyant que je ne l'avais pas rejeté catégoriquement, Julien a semblé visiblement soulagé. Il a éteint les lumières, m'a affectueusement bordé, a attrapé son sac et est parti au travail. Mais il n'avait aucune idée. Au moment où le bruit de son moteur s'est estompé au loin, je me suis redressé d'un bond, j'ai changé de vêtements et j'ai fourré dans mon sac tous les documents de constitution d'Apex Holdings qu'il avait négligemment laissés sur le bureau. Cet après-midi-là, j'ai menti à Julien, lui disant que j'emmenais mes beaux-parents à un contrôle postpartum et j'ai quitté la maison. Le SUV de la clinique du docteur Harrison attendait au coin de la ruelle. Ma destination n'était pas l'hôpital général, mais l'arrière-salle de la clinique du docteur Harrison. À l'intérieur, l'homme qui semblait bourru à l'extérieur, mais qui avait un cœur profond et droit, attendait tranquillement, prêt à renverser ce cruel pari juridique. Ce n'est pas un cadeau de démarrage. C'est un piège fatal conçu pour vous laisser pourrir dans une prison fédérale,
a dit le docteur Harrison d'une voix lourde alors que je lui remettais les documents d'entreprise secrètement copiés. Chaque mot sortant de sa bouche me glaçait le dos comme un vent d'hiver glacial. Le fait que Julien me presse de signer les papiers en quelques jours avec des paroles douces signifiait que ces escrocs avaient trouvé une cible massive hors de l'État et qu'ils avaient désespérément besoin d'un bouc émissaire pour encaisser le coût juridique à leur place. Le docteur Harrison a remonté ses lunettes, son expression effroyablement sérieuse alors qu'il feuilletait les papiers d'enregistrement de l'entreprise. Il a pointé une phrase imprimée en gras et m'a regardé. Il a demandé si je savais quelle responsabilité un PDG légal détient devant un tribunal. J'ai serré les lèvres, secoué la tête et ravalé les larmes qui menaçaient de couler. J'ai répondu d'une voix haletante que mon mari avait promis que si je prêtais simplement mon nom sur le papier, il s'occuperait entièrement des contrats et des fonds en coulisses. Le docteur Harrison a laissé échapper un rire creux et amer. Il a tapoté la pile de papier et a parlé fermement. Il a dit que Julien me trompait. Il a souligné que le capital social était indiqué à 10 millions de dollars, mais que le compte réel de l'entreprise contenait 0. Le registre des actionnaires me mentionnait comme la plus grande actionnaire et PDG avec une participation de 50%. Pendant ce temps, Julien et Sienna ne détenaient que 25% chacun. Le docteur Harrison a expliqué qu'il avait demandé à ses contacts dans le secteur immobilier d'enquêter au cours des derniers jours. L'équipe de Julien approchait une société hors de l'État, essayant d'obtenir un contrat de 4 millions de dollars en utilisant de faux droits fonciers exclusifs comme APA. Au moment où la compte de 2 millions de dollars arriverait sur le compte, Julien et sa maîtresse prévoyaient de siphonner l'argent, de disparaître et de mettre délibérément l'entreprise en faillite. Le docteur Harrison a fait une pause et m'a regardé avec un mélange de pitié et de détermination. Le choc m'a frappé comme un coup de marteau sur la tête. Il a expliqué que lorsque l'incident éclaterait, que les victimes porteraient plainte et que les fédéraux feraient une descente, la première personne à être convoquée et à faire face à des accusations criminelles serait la PDG, moi. J'étais le bouc émissaire. Si j'avais de la chance, ma maison et mon usine seraient saisies pour rembourser la dette. Dans le pire des cas, je pourrirais en prison pendant des décennies pour des accusations de fraude fédérale aggravée. Mais Julien et Sienna, en tant qu'actionnaires minoritaires qui n'avaient signé aucun document eux-mêmes, joueraient les victimes, prétendant qu'ils étaient aussi des investisseurs floués, et s'en tireraient sans problème. Il a demandé si je comprenais enfin à quel point ce piège était vicieux. Au moment où j'ai entendu le mot prison, tout mon corps est devenu mou et toute la couleur a quitté mon visage. J'ai éclaté en sanglots, mon cœur se sentant comme s'il était déchiré en lambeaux. Je n'aurais jamais pu imaginer que l'homme que j'aimais, l'homme avec qui je partageais un lit, le père biologique de mon enfant, était un monstre dépourvu d'humanité, prêt à jeter la mère de son enfant en prison et à la conduire à la mort juste pour profiter de la vie avec sa maîtresse. J'ai pleuré et j'ai raconté au docteur Harrison comment Julien avait menti sur la perte de centaines de milliers de dollars en bitcoin et vidé l'intégralité des 500 000 dollars d'économies pour lesquels j'avais cassé mon dos pendant des années à accumuler. Il s'est avéré que le crack des crypto-monnaies était un mensonge complet, et il avait utilisé cet argent pour acheter un Range Rover rouge vif au nom de Sienna et financer leur voyage à Miami. Je lui ai dit comment je tremblais pour dépenser quelques dollars pour un morceau de poisson au marché et que j'avais conduit une vieille berline cliquetante pendant des années. En entendant ma tragique histoire, le docteur Harrison a serré la mâchoire, les veines apparaissant sur ses poings serrés. Il m'a tendu un mouchoir propre et a parlé d'une voix rassurante et protectrice. Il m'a dit de l'écouter attentivement. Il m'a averti de ne pas agir de manière imprudente et de ne pas laisser mon mari s'en rendre compte. Il a dit, je ne dois absolument pas aller à l'usine, le confronter ou péter les plombs. Il a expliqué que laisser Julien croire que j'étais une idiote naïve était la meilleure arme que nous avions pour renverser la situation. J'ai essuyé mes larmes et j'ai levé les yeux vers le docteur Harrison. Le regard pathétique et faible de mes yeux avait disparu, remplacé seulement par le feu ardent de la vengeance. J'ai demandé au médecin ce que je devais faire, déclarant que je ne pourrais jamais laisser ces démons ruiner ma vie et la vie de mon enfant innocent. Le docteur Harrison a sorti un micro-enregistreur vocal de la taille d'un petit doigt de la poche de son manteau et l'a placé dans ma paume. Il a prédit que Julien continuerait à me faire pression pour que je signe. Il m'a demandé de d'abord rassurer Julien en lui disant que je signerais, le faisant baisser sa garde et penser que son piège avait fonctionné. Mais avant de signer, je devais allumer l'enregistreur et orienter subtilement la conversation pour faire admettre à Julien de sa propre bouche qu'il était le véritable décideur de l'entreprise, qu'il gérait le sceau de l'entreprise et qu'il contrôlait tous les fonds. Cet enregistrement deviendrait la preuve essentielle au tribunal pour prouver que j'avais été trompé et utilisé. L'enregistreur en métal froid dans ma main ressemblait à une arme lourde promettant un juste jugement.
La colère dans mon cœur a brûlé même le plus léger reste d'affection conjugale que j'avais pour Julien. Chérie, s'il y a des problèmes juridiques ou de dette, j'en assumerai l'entière responsabilité. Je te le promets. Une fois que l'argent arrivera, je le transférerai directement sur mon compte, et tu pourras simplement t'asseoir et te détendre sur un tas d'argent. La voix confiante de Julien a été parfaitement aspirée par le micro-enregistreur caché dans la poche de mon cardigan. La bruine extérieure s'infiltrait par les fenêtres, rendant l'air de la maison encore plus étouffant et lugubre. Assise sur le canapé délavé, tenant une tasse de thé au gingembre chaud, je tripotais le bord de mes vêtements de maternité froissés, baissant les yeux pour paraître anxieuse et intimidée. C'était pour cacher le dégoût extrême qui bouillait en moi. Julien avait les jambes posées sur la table, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone, ses doigts tapotaient l'écran sans relâche, et un sourire narquois ne quittait jamais son visage. Il était évident qu'il envoyait des SMS à Sienna. Quand je me suis approché nonchalamment, Julien a sursauté, a retourné son téléphone face contre sa cuisse, s'est raclé la gorge et m'a regardé avec un sourire gêné. Il m'a demandé si j'étais réveillé, soulignant que Léo avait été et s'était endormi. Il m'a dit que je n'avais pas accouché depuis si longtemps, me conseillant d'éviter les courants d'air froid et de me recoucher. J'ai laissé échapper un profond soupir et j'ai fait trembler ma voix. Agissant comme une femme au foyer ordinaire et lâche, terrifiée par la loi, j'ai évoqué la société Apex Holdings dont il avait parlé quelques jours auparavant, disant que je n'avais pas pu fermer l'œil de la nuit à cause de l'inquiétude. Je lui ai rappelé que j'avais passé toute ma vie sur une machine à coudre et que je ne savais rien du droit ou des documents d'entreprise. J'ai demandé ce qui se passerait si quelque chose tournait mal avec l'entreprise, m'inquiétant de risquer d'aller en prison puisque j'étais la PDG sur le papier. J'ai suggéré que nous vivions simplement une vie modeste comme avant, disant que la tranquillité d'esprit valait mieux que de gagner un peu plus d'argent. À mes mots, le front de Julien s'est fortement plissé, un regard d'extrême irritation traversant son visage. Mais il a rapidement changé de posture, affichant le visage d'un mari très affectueux et patient alors qu'il me caressait la main et chuchotait doucement. Il m'a dit qu'il avait déjà expliqué plusieurs fois qu'il s'occuperait de tout en coulisses. Il m'a demandé pourquoi je créais des problèmes à partir de rien. Il a promis qu'il rencontrerait les gros bonnets hors de l'État et obtiendrait tous les contrats fonciers, disant que je devais simplement signer formellement les papiers. Il m'a assuré qu'il gérerait personnellement le sceau de l'entreprise, les comptes bancaires et les titres de propriété, me rappelant que j'étais son épouse légalement enregistrée. Il m'a demandé si je pensais vraiment qu'il ferait du mal à la femme avec qui il prévoyait de passer le reste de sa vie. J'ai doucement retiré ma main et les regardé avec des yeux innocents. Je lui ai dit que je savais qu'il se souciait de notre famille, mais j'ai demandé ce qui se passerait si l'entreprise s'endettait ou était poursuivie pour évasion fiscale plus tard. Est-ce que ce ne serait pas moi, la PDG sur le papier, qui en paierait les conséquences? Il est tombé parfaitement dans mon piège, croyant à tort qu'il m'avait complètement dupé. Il s'est vanté. Il a juré sur sa vie que, qu'il s'agisse de responsabilité légale ou de dette, en tant que mon mari est le véritable propriétaire en coulisses, il endosserait tout. Il a promis que dès que la compte du partenaire arriverait, il le retirerait immédiatement pour les opérations immobilières, garantissant qu'aucun problème fiscal ne surviendrait jamais. Il m'a dit de rester à la maison et de bien élever notre enfant, promettant de me mettre sur un tas d'argent d'ici la fin de l'année et de m'acheter une belle maison et une voiture de luxe. Il m'a supplié de faire confiance à mon mari. J'ai souri doucement. C'était le sourire d'une épouse dévouée qui faisait fermement confiance à son mari, mais à l'intérieur, j'envoyais un ricanement glacial à sa stupidité et à sa cruauté. Je lui ai dit que l'entendre dire tout ça me rassurait. J'ai accepté de signer les documents s'il les apportait le lendemain. Tôt le lendemain matin, Julien a apporté une épaisse pile de documents et m'a pressé de signer. Partout où la ligne de signature du PDG était surlignée, j'ai écrit mon nom, Clara, sans une once d'hésitation. Julien a ramassé les papiers, a vérifié chaque page méticuleusement et a ri triomphalement. Au moment où son dos a disparu, le sourire sur mon visage est devenu glacial. Ce rire dégoûtant était exactement le même que le rictus qu'il arborait sur les photos sordides qu'un détective privé avait anonymement postées à l'usine quelques instants auparavant. J'ai verrouillé la porte de l'usine et j'ai arraché le ruban adhésif de la petite boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de photos sur une clé USB. Même si je m'étais préparé mentalement, voir ces photos explicites de mes propres yeux m'a fait arrêter le cœur et couper le souffle. La première photo montrait Julien et sa maîtresse Sienna en maillot de bain révélateur, s'enlaçant et flirtant au bord de la piscine d'une luxueuse station balnéaire de Miami Beach.
La photo suivante était dans le parking souterrain d'un immeuble d'appartements haut de gamme à Seattle. Julian serrait Sienna par derrière alors qu'ils admiraient fièrement un Range Rover rouge brillant qui n'avait même pas encore de plaque d'immatriculation. Au dos de la photo, l'enquêteur avait écrit une note. Range Rover enregistré uniquement à son nom, payé comptant il y a 2 mois. Mon sang et ma sueur. Les 500 000 $ que j'avais économisés en restant debout la nuit à faire tourner les machines à coudre pour agrandir l'usine. C'était l'argent qu'il avait détourné sous le prétexte de Bitcoin pour acheter une voiture de luxe à sa maîtresse, tout en me faisant conduire une vieille voiture rouillée et en faisant trembler mes mains pour acheter un morceau de poisson au marché. Le peu d'affection conjugale qui me restait a complètement brûlé à cet instant. J'ai caché les photos au fond d'une boîte de tissu non déballée. Juste à ce moment-là, la sonnette bruyante de la porte d'acier de l'usine a retenti dans la chaleur étouffante. De l'extérieur, la voix sans vergogne et frivole de Julian a résonné. Il a crié mon nom, me disant d'ouvrir la porte à une invitée. Il a annoncé que Sienna, l'actionnaire majoritaire et l'employé principal d'Apex Holdings, était venu me voir, moi et Léo. Sienna est entrée dans l'usine d'un pas arrogant, ne prenant même pas la peine d'essuyer ses chaussures. Elle a balayé l'intérieur de l'usine d'un regard dédaigneux. Puis, regardant mon visage, qui était encore enflé de l'accouchement, elle a retroussé un coin de sa bouche. Elle a fait remarquer à quel point l'endroit était confortable, disant à Julian qu'elle aurait tellement pitié de lui d'avoir à élever un enfant dans un endroit comme celui-ci. Je me suis appuyé contre le bord de la table de découpe, serrant fermement l'ourlet de mes vêtements de maternité, et j'ai regardé droit dans le visage de la briseuse de ménage lourdement maquillée qui avait envahi mon sanctuaire. La montre de créateur coûteuse attachée à son poignet et la montre au poignet de l'homme sur l'arrière-plan du téléphone qu'elle tenait de manière flagrante. Cette montre était celle que j'avais achetée pour Julian avec mes sous durement gagnés pour notre anniversaire de mariage l'année dernière, avec des initiales gravées. Amenant sa liaison directement chez nous en plein jour, mon mari est passé devant les machines à coudre couvertes pour se rendre dans la zone de réception et a posé un panier de fruits importés. Peut-être pour essayer de dissimuler sa conscience coupable, il a bavardé sans fin. Il m'a dit que Sienna avait insisté pour l'accompagner pour acheter des fruits pour la mère et le bébé afin de célébrer mon premier mois postpartum. Il s'est vanté que Sienna était le talent principal qui s'occupait de toute la diplomatie et des ventes pour Apex, disant que nous nous verrions beaucoup. Sienna a tortillé sa taille et s'est affalée sur le vieux canapé. Elle a passé de manière provocante ses longs doigts peints de vernis à ongles rouges vifs le long du bord du berceau du bébé et a claqué la langue en signe de fausse pitié. Elle a commenté à quel point j'avais pris du poids après avoir accouché. Cherchant l'approbation de Julian, disant que c'est pour ça que les femmes étaient ruinées après avoir eu des enfants. Elle a prétendu que c'était exactement pour ça que son Julian ne restait jamais à la maison et était toujours dehors à travailler. Sans changer d'expression, j'ai soigneusement pris Léo du berceau, l'ai tenu contre ma poitrine, et j'ai lentement marché vers la kitchenette. J'ai versé une tasse pleine de thé au gingembre chaud et j'ai posé la tasse fumante devant elle, parlant d'un ton très léger et calme. J'ai admis que mes articulations me faisaient encore mal après l'accouchement, donc je ne pouvais pas être aussi mince que les jeunes filles célibataires. J'ai dit à Sienna qu'elle devait être épuisée d'avoir fait tout ce chemin sous le soleil et j'ai offert le thé pour l'aider à se rafraîchir. Assis à côté d'elle, Julian a échangé des regards flagrants avec elle. Il s'est raclé la gorge et a changé de sujet. Il a demandé à Sienna de me montrer les exemples de contrats fonciers, suggérant qu'il termine la passation des affaires pendant qu'elle était là. Juste à ce moment-là, ma belle-mère, qui sortait de la soupe de la cuisine, a vu la scène, voyant une femme quelconque mépriser sa belle-fille. Le visage de ma belle-mère est devenu rouge de rage. Elle semblait prête à charger cette femme sans vergogne, à la prendre par les cheveux et à la mettre dehors. Mais je suis rapidement intervenu et j'ai posé une main sur l'épaule mince de ma belle-mère pour l'arrêter. Cette guerre psychologique de haut niveau était quelque chose que je devais gérer moi-même. En regardant Sienna, j'ai affiché un sourire brillant et étrange qui leur aurait glacé le sang à tous les deux. J'ai parlé d'une voix profonde et lente, comme une aînée sage donnant un conseil. J'ai noté à quel point Sienna était jolie, à quel point elle était douée dans son travail, et comment elle était habillée de la tête aux pieds de vêtements de créateur, supposant qu'elle devait avoir un homme très fiable qui l'aimait. J'ai mentionné le Range Rover rouge dans lequel elle était arrivée, et la montre luxueuse au poignet de l'homme sur l'arrière-plan de son téléphone. J'ai dit qu'il était important pour les femmes de bien gagner leur vie, mais que le plus important était de trouver un homme bien qui ne lui briserait jamais le cœur et ne regarderait que sa femme dévouée. J'ai parlé de la misère que serait la vie si une femme rencontrait une ordure infidèle qui prétendait être occupée à nourrir sa famille,
mais emmenait secrètement une autre femme dans des stations balnéaires pour se rouler au lit. J'ai déclaré qu'une femme intelligente et exceptionnelle comme Sienna saurait évidemment choisir un homme convenable pour prendre la responsabilité de sa vie. J'ai ajouté qu'à moins qu'elle se soit fait tirer une balle dans la tête, elle n'agirait jamais comme une maîtresse ruinant la famille de quelqu'un d'autre et ne ferait des choses qui feraient que le monde entier la pointerait du doigt. J'ai demandé si elle voudrait vraiment traîner le nom de ses parents dans la boue dans sa ville natale. J'ai demandé, n'est-ce pas, Sienna? Mes mots, légers comme une plume, mais perçant jusqu'à l'os, ont agi comme une gifle invisible sur le visage sans vergogne de Sienna. Son visage est instantanément devenu blanc, puis a rougi de honte. Saisissant à la hâte son téléphone de la table et le fourrant dans son sac de créateur. Sa voix, contrairement à son ton aguicheur précédent, tremblait sévèrement. Elle a bégayé, se souvenant soudain d'une réunion urgente avec un client immobilier VIP cet après-midi-là. Elle a dit à Julian qu'il devait retourner rapidement à Seattle avant que l'entreprise n'ait des problèmes. Julian était également terrifié par mon attitude terrifiante de calme et de perspicacité. Il a sursauté, a essuyé la sueur froide de son front et a attrapé sa mallette. Le visage livide, incapable de croiser mon regard ou celui de ma belle-mère, il a trouvé une excuse d'une voix qui se réduisait. Il m'a dit de me reposer, disant qu'il déposerait Sienna, conclurait les contrats, et rentrerait directement à la maison ce soir-là. En regardant Sienna s'enfuir frénétiquement par la porte d'acier, j'ai regardé Julian avec les yeux les plus affectueux du monde. Je lui ai tenu la main et j'ai chuchoté aussi doucement que du miel à l'oreille d'un homme qui était sur le point de sauter d'une falaise. J'ai évoqué le premier mois de Léo et le premier mois postpartum la semaine prochaine. J'ai suggéré que nous organisions un gala VIP de bienvenue au bébé dans un hôtel 5 étoiles du centre-ville et que nous invitions tous les cadres de son ancienne entreprise et les investisseurs potentiels pour Apex Holdings. Je lui ai dit que comme il travaillait si dur pour notre famille, je ferais personnellement une vidéo spéciale intitulée « Le voyage pour devenir un père » et la diffuserai sur un écran LED massif. Pendant l'ouverture, j'ai proposé d'inclure des photos de la façon dont il avait bien pris soin de moi depuis ma grossesse jusqu'à la naissance de Léo. J'ai raisonné que les gens seraient profondément émus et que sa crédibilité auprès des investisseurs monterait en flèche. Une fois que les rumeurs se répandraient qu'il était un père de famille dévoué, je l'ai assuré que les gros bonnets enverraient volontiers des millions de dollars pour les acomptes. En entendant ma proposition diabolique enrobée de miel, Julian a applaudi de joie. Pensant que sa stupide femme endossait la responsabilité de sa société écran tout en renforçant sa réputation. Il souriait jusqu'aux oreilles. Il s'est frappé le genou et a fait tout un plat. Il m'a traité de génie absolu, disant que l'idée était incroyable. Il a promis de m'envoyer immédiatement toutes les photos de paysages et de famille et m'a supplié de faire en sorte que ce soit magnifique. Il m'a dit que m'avoir comme épouse était la plus grande bénédiction de sa vie. Il a fredonné un air en partant dans sa voiture, plein de l'arrogance d'un homme qui se croyait le plus intelligent du monde. Le seul fait qu'il ne savait pas, c'est que la vidéo que je passais la nuit à produire était une sentence de mort horrible qui réduirait son avenir et sa liberté en lambeaux. Tais-toi et laisse-moi dormir. Tu ne peux même pas calmer le bébé correctement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Les hurlements violents et ivres de Julian au milieu de la nuit ont coupé le dernier fil d'hésitation qui persistait dans mon cœur. Il a agité la main en l'air et a marmonné dans son sommeil. Il a balbutié, « Si, viens ici. J'en ai tellement marre de ma grosse femme. » Lorsque la vraie nature vile et vulgaire du mari qui partageait mon lit a été exposée si ouvertement dans son état d'ivresse, l'air déjà suffocant de la chambre est devenu nauséabond. Debout près du berceau, j'ai serré fort Léo, qui pleurait hystériquement, surpris par le tonnerre. Un mélange de douleur et de dégoût s'est creusé dans ma poitrine. C'était une nuit de pluie estivale battante. Julian, qui avait bu toute la nuit avec son équipe d'escrocs immobiliers sous prétexte de divertir des clients, était étalé sur le lit. Même lorsque son bébé criait, il a simplement tiré les couvertures sur sa tête et a maudit. Il a grogné sur le fait que c'était agaçant, disant que ses tympans allaient éclater, se plaignant que je ne pouvais même pas gérer un seul enfant à la maison et que je ne laisserais pas un homme qui travaille dormir. Arpentant la pièce sombre, j'ai tapoté le petit dos de mon nouveau-né. Des larmes chaudes sont tombées sur mes vêtements de maternité. Honnêtement, pendant un bref instant, il y avait eu un conflit interne féroce en moi. En regardant le visage innocent de mon enfant qui pleurnichait, j'ai craint que ce que j'étais sur le point de faire en tant que mère ne soit trop cruel pour lui. Je me suis demandé si, quand il grandirait et apprendrait que la réputation de son père biologique avait été publiquement détruite par sa propre mère, il m'en voudrait.
J'ai débattu s'il ne serait pas préférable de simplement rassembler tranquillement des preuves, de me contenter d'un divorce légal et de partir. Je craignais de ne faire que me tirer une balle dans le pied. Mais au moment où j'ai entendu ces horribles paroles dans son sommeil dans ce lit conjugal sacré, appelant mollement le nom de sa maîtresse et insultant sa femme en postpartum, la sympathie futile en moi a complètement disparu. La pitié était un luxe pour un démon qui prévoyait d'envoyer sa femme en prison juste pour s'amuser avec sa maîtresse. Une fois que Léo a finalement cessé de pleurer et s'est endormi dans son berceau, j'ai doucement fermé la porte de la chambre, je suis allé dans le petit bureau et je l'ai verrouillé. Seul le tic-tac de l'horloge murale et le bruit de la pluie frappant la fenêtre remplissaient la pièce silencieuse. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai commencé à travailler comme la réalisatrice d'un film à suspense terrifiant pour la fête à venir de mon fils. La longue nuit orageuse est passée et enfin le matin du gala VIP fatidique de bienvenue au bébé est arrivé. J'ai éteint l'ordinateur, j'ai sorti la clé USB contenant la vidéo terminée et je l'ai fourrée au fond de la poche de mon manteau. J'ai ouvert mon placard et j'ai sorti une robe en velours rouge bordeaux séduisante et moulante. Une tenue à peine typique pour une nouvelle mère. Je me suis maquillé avec soin et j'ai mis un rouge à lèvres rouge profond et captivant que je ne touchais habituellement jamais. En sortant de la pièce, j'ai vu Julien, impeccable dans un costume noir sur mesure de premier ordre, les cheveux lissés au gel. Il était l'image d'un jeune entrepreneur à succès stéréotypé. Il a semblé brièvement fasciné par mon apparence étonnamment séduisante, mais intoxiqué par le sentiment triomphant que l'hôtel 5 étoiles ce soir lui appartenait entièrement, il a éclaté d'un large sourire. Et je tiens à remercier tout particulièrement ma femme parfaite qui a toujours été à mes côtés. C'est grâce à toi que je peux me tenir ici aujourd'hui. Chérie, et notre petit Léo, je vous aime. Sur le podium de la salle de bal de l'hôtel 5 étoiles du centre-ville de Seattle, Julien tenait le microphone et criait avec confiance. Sous le lustre éblouissant, les anciens cadres et les investisseurs potentiels d'Apex Holdings, qui remplissaient les sièges, ont éclaté en applaudissements passionnés. Assise à la table VIP, Sienna a élégamment levé son verre de vin, affichant un sourire provocateur et arrogant comme si elle me traitait comme un épouvantail sur scène. Les gens s'émerveillaient constamment de lui. Ils chuchotaient à quel point le PDG Julien était parfait, gagnant bien sa vie et traitant si bien sa femme. Julien est descendu du podium et nous a appelés, moi et Léo, sur scène pour une photo de famille heureuse. Il a triomphalement essayé de passer son bras autour de ma taille, mais je l'ai doucement esquivé, maintenant une distance froide et j'ai fermement pris le microphone de sa main. Ma voix retentissante a porté à travers les haut-parleurs de qualité supérieure de l'hôtel, dominant les murmures dans la pièce. Chers invités et familles des deux côtés. Ce soir, pour rendre le bel hommage de mon mari et pour commémorer le jour spécial de notre enfant, j'ai préparé un petit cadeau. C'est une courte vidéo capturant les moments les plus véridiques de notre famille. Tout le monde, veuillez diriger votre attention vers l'écran LED massif derrière la scène. Julien a souri vivement, s'est penché près de mon oreille et a chuchoté fièrement. Il a loué mon sens incroyable, disant que les anciens investisseurs allaient devenir fous de cette vidéo. Le regardant droit dans ses pupilles vacillantes, j'ai répondu doucement, bien sûr. La personne la plus surprise ce soir, ce sera toi. Les lumières de la salle de bal se sont éteintes d'un seul coup, plongeant la pièce dans une obscurité totale. L'écran LED massif derrière la scène s'est allumé, accompagné d'une mélodie de piano chaude et douce. Des photos de nos jours de rencontres dans les jardins fleuris et des échographies affectueuses du début de la grossesse ont défilé sur l'écran. Les invités ont poussé des soupirs d'admiration, murmurant que nous étions vraiment un couple fait au paradis. Julien se tenait à côté de moi, le torse bombé, saluant avec un sourire satisfait. Mais à ce moment précis, alors que ce mari escroc était au sommet absolu de son arrogance, la mélodie du piano s'est tordue de manière grotesque, suivie d'un bruit de statique strident et s'est brusquement coupée. Elle a été remplacée par le bip froid et glaçant d'un moniteur cardiaque de salle d'urgence. Bip 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 bip. La vaste salle de bal est instantanément tombée dans un silence de mort, comme si on y avait jeté de l'eau froide, et les sourires ont disparu des visages. Au lieu de photos affectueuses, un texte terriblement austère, ressemblant à des larmes de sang rouge, s'est abattu sur l'écran. Alors que sa femme était entre la vie et la mort, se vidant de son sang à cause d'un décollement placentaire, où diable était ce père parfait? Julien avait l'air d'avoir été frappé à la tête avec un marteau. Le sourire sur son visage s'est figé de manière grotesque, et les yeux qu'il a tournés vers moi tremblaient sauvagement de terreur et de choc extrême. Ses jambes semblaient figées sur la scène. Il ne pouvait pas bouger d'un pouce.
L'écran est passé à une photo de mon formulaire de consentement à la chirurgie, taché de larmes. Immédiatement après, un barrage inimaginable de preuves explicites est tombé comme des bombes. Une photo massive de Julian torse nu allongé sur un transat au bord de la piscine d'une luxueuse station balnéaire de Miami Beach avec Sienna en bikini se penchant pour l'embrasser a rempli l'écran géant. Le lieu et l'horodatage dans le coin inférieur droit de la photo correspondaient à l'heure exacte où je luttais pour ma vie, recevant des transfusions sanguines à l'hôpital. La salle de bal a éclaté en chaos comme une ruche à laquelle on aurait donné un coup de bâton. Les regards dégoûtés et horrifiés des invités se sont universellement fixés sur Julian et Sienna. Saisissant le microphone sans trembler, j'ai craché chaque mot aussi froid que de la glace. Tout le monde, pendant que j'étais seul, signant mon propre formulaire de consentement à la chirurgie dans une douleur atroce pour sauver mon enfant, mon mari m'a menti. Prétendant qu'il était en train de conclure des contrats immobiliers exclusifs et profitait en fait d'un voyage d'un mois d'anniversaire avec sa maîtresse. Alors que la vie de sa femme était en grave danger, il avait son téléphone éteint, se noyant dans les plaisirs de sa liaison. À ce moment, le fichier audio que j'avais enregistré à l'aide de l'appareil du docteur Harrison a explosé à travers les énormes haut-parleurs, résonnant dans toute la salle de bal. Le rire désagréable de Julian a retenti. « Chérie, s'il y a des problèmes juridiques ou de dettes, j'en assumerai l'entière responsabilité. Je te le promets. Une fois que l'argent arrivera, je le transférerai directement sur mon compte, et tu pourras simplement t'asseoir et te détendre sur un tas d'argent. Tu n'as qu'à signer les papiers. » Et immédiatement après, c'était la vilaine vérité qu'il avait crachée en état d'ivresse un autre jour. « Et, Sienna, ne t'inquiète pas. Ma stupide femme me vénère. Je t'ai dit qu'elle avait signé sans même savoir qu'elle allait en payer les conséquences. Une fois que les 4 millions de dollars arriveront, on les prend et on se barre. » Ce fichier audio impitoyable a réduit en poussière le masque moral qu'il portait. Mais mon coup final n'était pas encore terminé. L'écran est rapidement passé à une diapositive de présentation intitulée « Structure de la fraude d'Apex Holdings ». Mon nom était entouré en rouge comme la PDG de paille, bouc émissaire, et la vraie nature de l'arnaque immobilière commerciale. Ils avaient prévu de voler 4 millions de dollars d'acompte à des investisseurs en utilisant de faux titres de propriété comme APA, tout cela a été exposé en détail. Les principaux investisseurs hors de l'État assis au premier rang ont bondi, leur visage devenant rouge. Ils ont pointé du doigt la scène et ont proféré des injures à Julian. Ils étaient à 2 doigts de devenir les victimes d'une escroquerie massive de 4 millions de dollars. Le PDG de l'entreprise où Sienna travaillait réellement était également présent. Il a frappé du poing sur la table et a crié devant la foule. Il a dit à Sienna qu'elle traînait le nom de leur entreprise dans la boue et lui a ordonné de soumettre sa démission. Le lendemain matin, il a hurlé qu'une ordure qui ruine les familles des autres et monte des arnaques n'avait pas sa place dans son organisation. La salle de bal s'est transformée en un véritable enfer. Paralysée par une terreur extrême, Sienna a couvert son visage taché de larmes et de morve et s'est débattue, essayant de s'enfuir à travers la foule furieuse. Mais sa robe d'eau nue flashy et ses talons aiguilles pointus étaient un problème. Elle a trébuché sur le pied d'une chaise et s'est lamentablement écrasée au sol. Les gens la regardaient simplement avec mépris, comme s'ils regardaient des ordures. Pas une seule personne ne lui a tendu la main pour l'aider. Aux tables familiales, mes beaux-parents se sont effondrés, leurs jambes cédant sous le choc. Mon beau-père s'est agrippé la poitrine gauche d'humiliation, haletant, tandis que ma belle-mère gémissait comme une folle. Elle a titubé sur la scène, jetant toute sa dignité, et a giflé Julian au visage une fois de plus de toutes ses forces. Puis, devant des centaines de personnes, elle a déclaré que leur relation était terminée. Elle l'a traité de fils de... et de pire qu'un animal. Elle a crié qu'il avait trompé sa femme pour l'envoyer en prison juste pour s'enfuir avec une. Elle a hurlé qu'à partir d'aujourd'hui, il n'était plus son fils, lui disant de ne plus jamais l'appeler maman, et que pour elle, il était mort et qu'il pouvait aller crever. Julian est resté figé sur place, transpirant abondamment comme s'il était pris dans une tempête de pluie. Il s'est tourné vers moi, ses yeux injectés de sang plein d'un désespoir désespéré, et a hurlé à plein poumon. Il m'a traité de folle, de venimeuse, demandant si j'étais enfin satisfaite maintenant que j'avais détruit toute notre famille. J'ai serré Léo fermement contre ma poitrine, j'ai regardé l'homme misérablement brisé en bas de la scène avec des yeux aussi froids que de la glace, et j'ai répondu clairement, ce n'est pas moi qui ai détruit cette famille. Ton avidité sans fin, ton égoïsme et tes mensonges affreux ont tout brûlé toi-même. Je n'ai fait qu'éteindre le feu avant qu'il ne puisse engloutir la vie de mon fils et la mienne.
Au moment où j'ai fini de parler, le hurlement strident des sirènes de police a résonné depuis le hall de l'hôtel. Les portes tournantes en verre se sont ouvertes et des policiers en uniforme sont entrés avec des expressions sombres. Un enquêteur a brandi un mandat d'arrêt devant des centaines d'invités. Il a annoncé que, sur la base de la plainte pénale de Clara, ils avaient obtenu des preuves indéniables que Julian avait créé une société écran, falsifié des documents privés et tenté de commettre une fraude d'entreprise massive. Il a ordonné à Julian et à sa complice, Sienna, de les accompagner immédiatement au commissariat fédéral. Clic. Le son sec et glaçant des menottes qui se refermaient a résonné dans la vaste salle de bal. Des bracelets d'argent ont été claqués sur les poignets tremblants de Julian. Affalé sur le sol, il a regardé avec dévastation mon dos alors que je quittais la scène en tenant mon enfant, l'ourlet de ma robe en velours bordeaux se balançant. Il regardait sa vraie famille s'éloigner vers un endroit que ses mains ne pourraient jamais plus atteindre. Clara, s'il te plaît, retire les accusations. Malgré tout, il est le père de Léo, n'est-ce pas? Comment peux-tu le mettre en prison fédérale? Quelques jours plus tard, sous l'avant-toit de l'usine, ma belle-mère tenait un sac en plastique noir d'orange, pleurant et suppliant. Les larmes qui coulaient sur son visage ridé étaient les fils d'un espoir futile pour son fils, qui était maintenant enfermé derrière les barreaux. J'ai fermement mais calmement détaché les mains osseuses et tremblantes de ma belle-mère de mes vêtements. Ma gorge s'est nouée, mais j'ai posé une question à la vieille femme en pleurs d'une voix forte. Mère, en pensant à l'affection que nous avons partagée, je vous appellerai mère une dernière fois. Vous pensez que c'est cruel de ma part d'envoyer Julian en prison? Alors laissez-moi vous demander, quand j'ai perdu les os et que je gisais sur le sol en saignant, où était-il? Quand je recevais des transfusions sanguines seul, tremblant de peur que le cœur de mon bébé ne s'arrête tout en signant ce formulaire de consentement, où était-il? Et quand cet homme a conspiré avec sa maîtresse pour créer Apex Holdings, a falsifié des documents pour me faire porter une dette de 4 millions de dollars et a essayé de m'envoyer en prison, le saviez-vous? Si je ne m'en étais pas rendu compte et ne m'étais pas protégé, la personne portant un uniforme de prison et assise dans une cellule en ce moment, ce serait moi. Alors qui est les vrais Léo? Et qui lavrait mon nom? Ma belle-mère est restée sans voix, son visage est devenu livide, ses lèvres tremblaient, mais elle n'a pas pu offrir une seule réponse. Elle ne pouvait que se couvrir le visage et sangloter au son de la pluie. J'ai laissé échapper un long soupir et je me suis retourné fermement. Je lui ai dit que je n'avais fait de mal à personne. J'avais simplement protégé mon enfant et ma propre liberté. J'ai dit que puisque Julian avait enfreint la loi, il était naturel qu'il fasse face au jugement de la loi. Les dossiers de l'affaire de fraude avaient déjà été remis aux procureurs fédéraux, et je n'avais même plus le pouvoir de retirer les accusations. Je lui ai dit de prendre ses oranges et de rentrer chez elle, et de bien prendre soin de mon beau-père dans sa maladie. Appuyé contre la porte d'acier, j'avais l'impression que mon cœur se déchirait. Mais je n'ai pas versé une seule larme. La faiblesse en moi était morte depuis longtemps. Et maintenant, la seule chose qui restait était le processus légal pour récupérer ma liberté complète. Quelques semaines plus tard, ma demande de divorce pour faute exclusive et le procès pénal pour l'affaire de fraude d'Apex Holdings se sont tenus simultanément au tribunal de district. J'ai assisté au tribunal seul, serrant une enveloppe de preuves avec des yeux inébranlables alors que je prenais la barre des témoins. De l'autre côté, sur le banc des accusés, se tenait Julian, qui venait de sortir d'un fourgon de transport. Portant un uniforme de prison avec la tête rasée. Il était si émacié qu'il n'avait que la peau sur les os, ses yeux injectés de sang rayonnant d'un clair sentiment de résignation. À côté du banc des accusés était assise Sienna, l'arrogante maîtresse du passé n'était plus nulle part. Elle était assise avec un visage pâle sans maquillage et des cheveux en désordre, reniflant constamment. Pendant le procès de divorce, mon avocat a méticuleusement exposé les motifs de faute horrible de Julian, de sa liaison flagrante tout en abandonnant sa femme enceinte à son complot malveillant pour la piéger pour une fraude de 4 millions de dollars. La juge d'âge mûr, avec des yeux stricts et perçants qui semblaient tout voir, a examiné les enregistrements et les photos des détectives privés avant de rendre une décision ferme. Elle a accordé ma demande de divorce pour faute exclusive, déclarant que l'accusé, Julian, ne possédait aucune qualification en tant que père en raison de graves défauts moraux. Elle a accordé l'autorité parentale et la garde complète de notre enfant, Léo, entièrement à moi. Concernant le partage des biens, elle a statué que la propriété de l'usine textile et de notre résidence actuelle m'appartenait entièrement, servant de substitut à la future pension alimentaire et à la compensation pour les profonds dommages psychologiques que l'accusé avait causés. Dans le procès pénal qui a suivi, face à des preuves indéniables,
Julien a avoué ses crimes, offrant l'excuse pathétique d'avoir agi impulsivement en raison de difficultés financières causées par ses investissements ratés en crypto-monnaie. Alors que la situation se retournait contre elle, Sienna a montré son vrai visage et a commencé à sangloter bruyamment. Elle a pointé son doigt vers Julien et a crié au juge. Elle a prétendu qu'elle avait juste été trompée par lui, arguant que la société écran, les fausseaux et les documents falsifiés lui avaient tous été imposés par les ordres de Julien. Elle a hurlé qu'elle était aussi une victime. Furieux de la trahison de sa maîtresse, Julien l'a fusillée du regard et a craché des insultes. Les deux êtres bestiaux se sont livrés à une pitoyable et dégoûtante bataille debout en plein milieu de la salle d'audience, se rejetant la faute et s'entre-déchirant. Les spectateurs ont claqué la langue et ont ricané de leur farce tragique mais comique. Finalement, le juge s'est levé et a solennellement prononcé la sentence. L'accusé, Julien, a été condamné à 5 ans de prison fédérale pour tentative de fraude et falsification de documents privés. La complice, Sienna, a été condamnée à 2 ans de prison, avec sursis pendant 4 ans de probation. Bang, bang, bang. Le son net et décisif du marteau du juge 3 fois a définitivement clos le chapitre sombre de la trahison et des mensonges qui avaient étouffé ma vie. Alors que Julien était emmené menotté par les huissiers, il a fait une pause, me regardant avec des yeux rouges, plaidant silencieusement pour un regret et un pardon tardif, mais sans la moindre trace d'attachement persistant ou une seule larme. Je me suis détourné froidement et j'ai quitté la salle d'audience. Pour moi, cet homme était mort la nuit où la pluie torrentielle s'est abattue. Mère, j'ai amené Léo pour dîner. 4 ans avaient passé. Par une belle journée de printemps, j'ai ouvert le vieux portail en bois de la propriété de mes anciens beaux-parents dans leur pépinière à Snohomish. Mon ancienne belle-mère, qui travaillait dans le jardin, est sortie en courant avec un grand sourire et a serré Léo, 5 ans, dans ses bras. Le son des bavardages et des rires de Léo a rempli la cour. Les habitants du coin chuchotaient parfois sur le fait que je prenais soin de mes ex-beaux-parents, même après le divorce, mais je m'en fichais. Même si nous étions légalement des étrangers, je remplissais simplement mon devoir moral et ma courtoisie humaine en tant qu'adulte décente. La maison dans laquelle je suis entré en tenant la main de Léo était paisible. Grâce à un afflux de commandes à l'usine qui me tenait incroyablement occupé ces derniers temps, j'avais abandonné mon ancienne apparence déprimée et pâle et j'arborais maintenant un visage détendu et radieux. Ma belle-mère a pris le panier cadeau que je lui ai tendu et a essuyé une larme. Elle a pincé les joues potelées de Léo et a souri largement, s'émerveillant de voir à quel point il avait grandi. Elle m'a fait entrer, disant que mon beau-père nous attendait sur le porche toute la journée. Je suis entré familièrement dans la cuisine, j'ai aidé à préparer un rôti copieux et un ragoût de pommes de terre, et je l'ai apporté à table. J'ai servi la nourriture fumante aux 2 aînés. Mon lien toxique avec mon mari était rompu, mais l'affection chaleureuse que je partageais avec ces deux-là restait. Assis dans son fauteuil roulant, mon beau-père m'a regardé nourrir Léo et a eu les larmes aux yeux. Il a dit que lui et sa femme devaient avoir fait quelque chose d'incroyablement bien dans leur vie pour être bénis avec une belle-fille comme moi. Il a ajouté que Julien payait pour ses propres péchés et qu'il n'avait rien à dire à ce sujet, déclarant que j'étais et serais toujours la seule belle-fille de leur famille. Ma belle-mère a ajouté qu'elle se sentait en paix de me voir développer l'usine avec succès et vivre si courageusement. Elle m'a dit de ne pas me soucier de ce que les gens disaient à l'extérieur. J'ai souri et je leur ai dit de manger confortablement. Au moment où le rire fleurissait, les carillons avant sur le portail ont sonné et le docteur Harrison est arrivé, portant des compléments alimentaires. Il s'est avéré que lorsque le docteur Harrison était jeune et a ouvert sa clinique gratuite pour la première fois, mon beau-père l'avait aidé financièrement dans les moments difficiles. Ce lien profond du passé s'était épanoui en une solide amitié de voisins. Et les jours de fête, nous nous réunissions comme ça pour passer un moment chaleureux et civilisé ensemble. Après le déjeuner, je suis allé me promener avec Léo le long des champs de lavande pourpre de la pépinière. Le docteur Harrison marchait lentement à mes côtés. Le regard dans ses yeux alors qu'il me regardait à travers ses lunettes était rempli d'une sincérité et d'un respect immuable. Après avoir hésité longtemps, il a soigneusement ouvert la bouche contre la brise printanière. Il a dit que me voir affronter la tempête, développer mon entreprise et prendre si bien soin de Léo et des aînés au cours des dernières années avait été vraiment inspirant. Il a avoué qu'il admirait ma force et ma sagesse depuis longtemps. Il a dit qu'il voulait partager une partie de mes lourds fardeaux, chérir Léo comme son propre fils, et se tenir à mes côtés. Il m'a demandé si je pouvais lui donner une chance d'entrer dans ma vie. J'ai arrêté de marcher et je l'ai regardé. À la confession de cet homme droit et chaleureux qui m'avait sauvé la vie, une faible ondulation s'est agitée dans mon cœur.
Un homme merveilleux comme le docteur Harrison serait le type idéal de chaque femme. Mais à ce moment, les souvenirs de la trahison horrible de Julian sont revenus comme une tempête, écrasant ma rationalité. Chat chaud craint l'eau froide, comme on dit. La peur immense de choisir à nouveau la mauvaise personne et de finir par faire du mal à mon enfant a fermement verrouillé les portes de mon cœur. J'ai offert un très faible sourire doux et j'ai secoué la tête poliment mais fermement. Je l'ai remercié sincèrement pour ses sentiments. Je lui ai dit qu'il était une personne bien trop bonne et qu'il méritait quelqu'un de beaucoup plus parfait qu'une femme avec un enfant et tant de cicatrices. J'ai expliqué qu'en ce moment, tout mon cœur était uniquement consacré à la gestion de mon usine et à l'éducation de Léo. J'ai admis que j'étais encore trop terrifié par les souvenirs de cette nuit d'été pour oser recommencer avec quelqu'un d'autre. J'ai demandé si nous ne pouvions pas simplement rester comme nous étions maintenant, de bons voisins et des amis fiables qui prenaient des nouvelles de temps en temps. Je lui ai dit que je me sentais plus à l'aise et en sécurité avec cette distance. Un regard fugace de solitude a traversé les yeux du docteur Harrison, mais étant l'homme prévenant qu'il était, il a bientôt hoché la tête avec un sourire qui respectait ma décision. Il a dit qu'il comprenait et ne voulait pas me mettre la pression. Il a promis qu'il serait toujours là, à sa clinique, offrant d'être le sanctuaire le plus sûr chaque fois que moi, Léo ou les aînés aurions besoin d'aide. Sa considération a rendu mon cœur beaucoup plus léger. Il n'y avait pas besoin de se précipiter pour s'appuyer sur l'épaule de quelqu'un d'autre. L'indépendance et la force que j'avais cultivée moi-même servaient déjà de piliers les plus fiables de ma vie. Alors que je retournais dans la cour avec mon enfant, le facteur a garé sa vieille moto et a frappé au portail. Il m'a tendu une lettre envoyée de la prison fédérale. L'enveloppe était couverte de l'écriture terrible de Julian, tachée comme par des larmes. Mon cœur s'est serré un instant, sa libération conditionnelle approchant après 4 ans d'emprisonnement. C'était une lettre de supplication pathétique implorant juste une chance de voir le visage de son fils. Sur le champ, j'ai allumé un briquet et j'ai brûlé la lettre remplie de ses regrets tardifs et de ses remords écrits depuis une cellule froide. La flamme orange vif a avalé le papier, transformant sa tentative insensée de perturber la paix que j'avais minutieusement sculptée de mes propres os en cendres, les dispersant dans l'air vide. Un après-midi de fin d'automne, un doux soleil doré filtrait à travers les fenêtres de l'usine, créant une atmosphère chaleureuse et paisible. Les rires des clients déposant des marchandises se mêlaient agréablement au son des règles en bois tapant contre les tables de découpe. Je vérifiais méticuleusement les dernières boîtes d'échantillons de la journée, savourant la confiance de me tenir fièrement comme la maîtresse absolue de ma propre vie. Mon Léo avait déjà 5 ans, grandissant en un garçon potelé, intelligent et profondément réfléchi. Il était assis sur une petite chaise dans le coin de l'usine, dessinant de jolies images dans son carnet de croquis. En organisant le grand livre, j'ai senti un regard étrange, quelqu'un me fixant intensément de l'autre côté de la rue principale. Regardant par la fenêtre en verre, j'ai repéré un homme sombre et émacié debout sous un vieux sycomore. Des vêtements de travail délavés couverts de poussière, des rides profondes. Son apparence glamour passée avait complètement disparu, ne laissant qu'un spectacle misérable. Mais j'ai immédiatement reconnu que c'était Julian. Il avait été libéré sur parole en tant que prisonnier modèle après 4 ans. Il a hésité longtemps, serrant et desserrant ses poings à plusieurs reprises. Il semblait que l'envie de s'enfuir menait une bataille perdue contre le désir de voir sa chair et son sang. Finalement, il a pris une profonde inspiration, a traversé la rue et a soigneusement ouvert la porte de l'usine. Comprenant la situation, les clients ont rapidement réglé leurs factures et se sont excusés. J'ai posé mes ciseaux, j'ai redressé le tissu et j'ai fixé l'homme qui se tenait à distance avec une tranquillité absolue. Julian n'a pas osé me regarder dans les yeux. Il a gardé le regard fixé sur le sol, sa voix rauque à peine un murmure. « Clara, je suis sorti. » Entendant la voix d'un homme étrange, Léo a levé les yeux. L'enfant a fixé l'homme décharné et en haillons avec des yeux pleins de lassitude. Puis, agissant par pur instinct de défense, il a laissé tomber ses crayons et s'est précipité derrière mon dos pour se cacher. Il a serré fermement l'ourlet de ma jupe de ses 2 petites mains comme une bouée de sauvetage. Le fils biologique, l'évitant et le craignant instinctivement, a planté un poignard acéré droit dans le cœur de Julian. Ses yeux enfoncés ont rougi et des larmes ont coulé sur son visage, tendant ses mains tremblantes et rugueuses dans le vide. Il a sangloté, « Léo, c'est papa. »« Fils, papa est là. Viens ici. » Mais Léo s'est enfoncé plus profondément derrière moi. Me regardant avec ses grands yeux clairs, il a demandé d'une voix terrifiée, « Maman, qui est cet homme ? J'ai si peur de lui. »
Maman, dis à cet homme de partir. Cette question cruelle venant de la bouche d'un enfant innocent a complètement brisé le peu de fierté pitoyable qui restait à Julien. Incapable de tenir plus longtemps, il est tombé à genoux sur le carrelage de l'usine. Oubliant toute honte, il s'est fracassé le front contre le sol, pleurant et gémissant comme un animal blessé. Clara, j'ai eu tort. J'étais une ordure absolue, pire qu'une bête. Je sais qu'un type comme moi ne mérite pas le pardon, mais s'il te plaît, donne-moi juste une chance de vivre comme un être humain. Que je travaille dans la construction ou que je livre de la nourriture, je me casserai le dos à travailler pour gagner de l'argent propre et je passerai le reste de ma vie à expier auprès de toi et de notre fils. Mon fils m'a tellement manqué. S'il te plaît, ne m'enlève pas ma place de père. Mon fils m'appelle cet homme, Clara. S'il te plaît. La chute misérable et angoissante d'un homme qui se croyait autrefois au-dessus des cieux. Pourtant, en le regardant, je n'ai ressenti aucune once de justification ou de joie. Seule une faible trace de pitié pour un être humain perdu et pathétique m'a effleuré. J'ai contourné la table de découpe, j'ai aidé l'homme prosterné sur le sol à se relever et je l'ai assis sur le fauteuil en rotin dans le coin. Puis j'ai versé un verre d'eau froide et je l'ai posé devant lui. Mon attitude était incroyablement sèche et polie. Exactement comme si je traitais avec un étranger qui était entré dans le mauvais bâtiment. Julien, bois cette eau et calme-toi. Assieds-toi droit. Supplier à genoux comme ça ne fera que faire peur à l'enfant et le marquer. Une fois qu'il a bu l'eau avec des mains tremblantes et qu'il a repris son souffle, je me suis assise en face de lui, le regardant droit dans ses pupilles enfoncées. J'ai parlé d'une voix calme et lourde, inébranlable. Tu dis que tu vas nous dédommager, mais un miroir brisé, peu importe la quantité de ruban adhésif que tu utilises pour le recoller, ne montrera que des fissures laides et ne pourra jamais redevenir comme avant. Quand ma vie et la vie de mon enfant ne tenaient qu'à un fil, et que tu te roulais avec ta maîtresse cette nuit-là, mon amour et ma confiance en toi sont complètement morts. Et au moment où j'ai appris ton intention dégoûtante de créer une société écran pour m'envoyer en prison, nos liens ont été rompus pour toujours. Maintenant que j'ai enduré les tempêtes avec ma propre détermination et que j'ai bâti cette vie stable et paisible avec ma propre force, tes regrets tardifs ne signifient absolument rien pour moi, Julien. Il a désespérément ouvert la bouche pour trouver des excuses, mais j'ai légèrement levé la main pour le couper, portant un coup décisif qui a coupé tous ses espoirs futiles. Je dis ça pour ta propre tranquillité d'esprit. Je ne t'en veux plus. S'accrocher à la haine ne fait que ronger ma propre vie. Mais se remettre ensemble en tant que mari et femme ou que tu t'imposes soudainement dans nos vies en agissant comme un père, cela n'arrivera plus jamais. Notre connexion a pris fin de manière permanente avec le son du marteau du juge. Léo, oui, il est de ta chair et de ton sang. Comme je connais la décence humaine, je n'ai jamais une seule fois mal parlé de son père devant lui. Je lui ai juste dit que son père était parti loin pour gagner de l'argent. J'ai jeté un bref regard à Léo, qui se cachait et regardait à distance, puis j'ai enfoncé le dernier clou dans le cercueil. Mais pas maintenant. Il est encore trop jeune, et son âme est trop pure pour comprendre les péchés sordides que tu as commis. En ce moment, ta présence pathétique et pleine de culpabilité ne fera que marquer l'âme de l'enfant. Alors, va à la pépinière, prends soin de ta mère et occupe-toi de ton père alité. Que tu fasses du travail manuel ou autre chose, trouve un travail convenable et honnête, et vis diligemment. Plus tard, quand Léo grandira, atteindra l'âge de raison, et décidera de chercher son père lui-même, je ne l'arrêterai absolument pas. Mais pour l'instant, s'il te plaît, respecte la paix et la liberté que mon fils et moi avons à peine réussi à obtenir. C'est la seule expiation que tu puisses offrir à ton fils. Mon rejet, logique mais tranchant comme un scalpel chirurgical, a parfaitement tranché toutes les illusions dans la tête de Julien. Il m'a regardé, a regardé l'usine animée, et a regardé le fils qui le craignait comme un étranger avant de finalement baisser la tête et d'accepter le silence. Il avait douloureusement réalisé que la maison qu'il avait incendiée de ses propres mains il y a 4 ans avait disparu pour toujours. Après être resté assis dans le vide pendant un long moment, versant des larmes et du silence, il s'est lentement levé. Il n'y avait plus de supplications pathétiques. Il avait décidé d'endosser la punition la plus dure infligée par la loi cosmique du karma, l'isolement et l'oubli. Il m'a regardé une dernière fois avec des yeux rouges et a parlé d'une voix qui s'estompait. Merci. Merci beaucoup de ne pas avoir planté la haine dans le cœur du gamin. J'irai à la ferme, je m'occuperai de maman et papa, et je vivrai tranquillement. Portez-vous bien, Clara. Tous les deux.
Le dos décharné de Julien se balançant comme si une brise pouvait le renverser, a franchi les portes d'acier, ne laissant qu'une longue ombre sombre sur le sol de l'usine. Les carillons avant ont sonné une fois de plus, un dernier adieu à un invité non invité qui ne reviendrait jamais. En regardant son dos disparaître complètement au-delà des feux de circulation. Étrangement, ma poitrine était aussi légère qu'une plume, libérée de toute oppression. C'était comme si le tout dernier nœud emmêlé au plus profond de mon cœur s'était enfin envolé. Une fois l'homme étrange parti, Léo est accouru, a jeté ses bras autour de mes jambes et a demandé innocemment, « Maman, cet homme est vraiment parti ? Maman, qu'est-ce qu'on mange pour dîner ce soir ? J'ai tellement envie du ragoût de bœuf de grand-mère. » J'ai souri largement, j'ai soulevé Léo dans les airs et je lui ai planté un baiser sonore sur sa joue potelée. Ouais. L'homme est parti loin pour travailler. On va dîner chez papy et mamie à la ferme ce soir ? Mamie a dit qu'elle a fait une délicieuse tarte aux pommes et un ragoût juste pour toi. Faisons vite le ménage et allons-y, en fredonnant un air. J'ai baissé les volets de l'usine, je les ai bien verrouillés et j'ai tenu la petite main de mon enfant alors que nous marchions d'un pas vif dans les rues de Seattle sous le soleil couchant. Une femme qui a bravé la tempête à cornes n'a plus besoin d'une épaule fausse et fragile sur laquelle s'appuyer. Car je suis moi-même devenu un arbre massif et profondément enraciné, protégeant ma tendre lignée, prenant soin des dernières années de mes anciens beaux-parents vieillissants, et pratiquant le véritable amour et le devoir. En regardant tour à tour les restes du passé s'estompant au loin, et les rires joyeux de mon enfant courant parmi les fleurs violettes à côté de moi, j'étais absolument certaine que le plus grand prix qu'un traître doit payer est d'être complètement oublié. Et la plus douce récompense pour celui qui survit avec un bon cœur est une paix intérieure inébranlable. À travers cette histoire, nous réalisons douloureusement que les relations entre les gens ne peuvent être construites que sur une confiance solide et un véritable devoir moral. Quand une tempête massive frappe la vie, l'esprit d'indépendance d'une mère pour se tenir debout et son grand sens des responsabilités pour protéger son enfant sont les phares les plus puissants qui protègent les jeunes. De plus, même si les liens du mariage ont été rompus, prendre soin de ses anciens beaux-parents avec une affection et une sagesse profonde met en valeur une résilience et une humanité unique, se tenant au carrefour du destin. J'espère que nous posséderons tous la sagesse de toujours semer des graines de bonté et de droiture alors que nous naviguons dans le monde. Car la loi du karma dans la vie ne fait d'exception pour personne. Si cette histoire de la façon dont mon fils et moi avons traversé un piège horrible pour retrouver notre liberté et notre paix complète a résonné en vous, ne serait-ce qu'un peu, veuillez vous abonner, aimer, et activer les notifications et la partager largement avec ceux qui vous entourent. Comment auriez-vous géré cette situation ? Je vous serais reconnaissante si vous laissiez vos pensées chaleureuses et sages dans les commentaires ci-dessous. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté jusqu'à la fin.